Bonjour tout le monde, je me présente Hugues Voisine, architecte chez Lemay Michaud Architecture Design. Je vous présente aujourd'hui le document qui sera présenté aux citoyens lors de la rencontre d'information au sujet du projet Vivo Tremblant, rencontre qui aura lieu le 19 janvier 2023 à 19 h à la salle du Conseil située au 1145 rue Saint-Jovite à Mont-Tremblant. Si on débute avec l'ordre du jour, pour ce qui est de la présentation des participants, je serai accompagné lors de cette rencontre de M. Cédric Grenon, le promoteur. Il y aura également M. Éric Massy, urbaniste chez EM Urbaniste Conseil, M. Zachary Simard, biologiste de la firme Calta, M. Alexandre Latour, ingénieur civil représentant l'équipe Laurence, et finalement, M. Stéphane Martin, directeur adjoint au service de l'urbaniste de la ville de Mont-Tremblant. Donc, la première partie de la présentation couvrira la mise en contexte du projet, ainsi que la réglementation qui est reliée à cette zone-là. La deuxième partie, on vous montrera l'implantation que nous proposons sur ce terrain-là. La partie numéro 3, on va vous expliquer l'impact sur le milieu qui découle de la mise en place de ce projet-là. À la partie numéro 4, les engagements que nous prenons en lien avec ce développement-là. À la partie 5, le volet architectural. Ce sera une partie relativement courte, étant donné que l'objet premier de la présentation d'aujourd'hui couvre surtout l'implantation du projet, mais on va quand même prendre le temps pour vous montrer d'un point de vue architectural à quoi le projet pourrait ressembler. Et nous terminerons avec une période de questions. Afin que la rencontre se déroule bien, je vous demanderai de noter au cours de la présentation les questions que vous avez pour qu'on puisse y revenir à la fin de la présentation. Alors débutons avec la partie 1, mise en contexte et réglementation. Et parlons des objectifs de la rencontre d'aujourd'hui. Comme entrée en matière, on peut dire que l'acquisition des lots a été faite par le promoteur en 2018. Et depuis plus de 18 mois, on travaille en équipe intégrée, donc avec des urbanistes, avec des arpenteurs, architectes, paysagistes, biologistes et ingénieurs à la planification de ce développement-là. On a voulu aussi inscrire cette démarche-là dans un processus collaboratif avec les différents paliers réglementaires. Donc, on collabore depuis le début sur une base régulière avec le service d'urbanisme, d'environnement, le département des travaux publics, le service des incendies de la ville, ainsi qu'avec le ministère des Transports, afin de nous assurer que la proposition qu'on développe soit conforme à tout point de vue. Maintenant, on tenait avec la ville à séparer le projet en deux volets. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment le volet volumétrie, ce qu'on appelle le plan image, là, donc l'implantation, le gabarit du projet. Il y aurait un deuxième volet par la suite qui traiterait plus de l'architecture. Donc, les matériaux, et puis à ce moment-là, on ira un peu plus dans le détail sur le look des bâtiments. Et puis, à noter que la présentation d'aujourd'hui est faite sous une forme un peu plus schématique, afin de rendre ça un peu plus facile à comprendre, un peu plus intelligible, mais que derrière ça, il y a une démarche qui a été faite très rigoureuse là, au niveau des surfaces, occupé du relevé du terrain. Donc, même si on le représente d'une manière schématique, l'exercice a été fait d'une manière très précise et rigoureuse. Maintenant, pour ce qui est des objectifs de la séance d'information d'aujourd'hui, premièrement, c'est sûr que l'objectif premier, c'est d'informer les citoyens sur la nature du projet qui se prépare. Le deuxième objectif est de répondre aux questions des citoyens. Donc, après la présentation, comme on discutait tout à l'heure, il y aura une séance de questions ou encore s'il y a des réponses qui méritent d'être réfléchies, on pourra revenir ultérieurement à cette présentation-là avec des réponses. On tient aussi à prendre note de certaines idées ou commentaires qui pourraient être bénéfiques au projet.
Et finalement, bien évidemment, on veut faire preuve de transparence, puis inscrire ce processus-là dans une approche collaborative. Les intentions conceptuelles qui ont guidé le développement de ce projet-là, on voulait, à la base, protéger les éléments naturels existants. C'est un site qui a des qualités naturelles indéniables, donc on voulait les protéger. Et puis, au-delà de ça, augmenter même la proportion d'espace naturel sur l'ensemble du terrain. Donc, on veut non seulement conserver, mais bonifier les qualités naturelles de l'ensemble du terrain. Et puis, finalement, on veut proposer un développement qui est discret et peu visible à partir de la route et du lac, et à plusieurs égards, minimiser l'impact de ce projet-là sur son milieu. Le terrain qui est concerné, c'est un terrain qui est situé le long de la rue Labelle, à l'intersection avec le chemin d'Orcan, et qui forme une pointe donnant sur le lac Ouimet qu'on peut voir vers le haut du plan. Ce terrain-là est composé de 3 lots. Le premier lot, qu'on va appeler le lot voisin, c'est un lot qui ne fait pas partie du projet de développement et qui est actuellement desservi par le chemin d'Orcan, et qui serait toujours desservi par le chemin d'Orcan des suites du projet. Le lot de gauche, qu'on va appeler le lot 1, c'est un lot de plus de 27 000 m² qui est majoritairement boisé, qui abrite aussi plusieurs milieux humides là, qui ont été relevés par les biologistes. On peut voir aussi les vestiges sur ce lot-là de l'ancien stationnement de réserve de la station de ski, alors qu'elle était en opération. Donc, il y a quand même certains secteurs déboisés, mais ça reste un lot qui est majoritairement boisé. Le lot de gauche, qui a un peu plus de 55 000 m², c'est lui qui occupait historiquement, celui qui abritait plutôt l'hôtel Grey Rock et les équipements récréatifs extérieurs. Les installations ont été démolies là, dans les dernières années, ce qui laisse en place un site là, qui est majoritairement dénaturalisé, qui gagnerait à être mis en valeur. Pour revenir sur les objectifs de projet dont on a discuté précédemment, on pourrait résumer en disant que notre objectif sur le lot 1, c'est de minimiser le déboisement qu'on effectuera sur ce site-là. Et sur le lot 2, non seulement de maintenir en place les espaces naturels existants, mais de grandement bonifier la quantité d'espace naturel sur ce lot-là. Historiquement, on peut dire que la vocation hôtelière du site a toujours été très importante pour la région. C'est un couple d'Américains qui se nommait George et Lucille Wheeler qui possédaient une maison de campagne sur ce terrain-là et ont décidé en 1905 de convertir le tout en hôtel, en misant sur les qualités naturelles du site et les nombreuses activités qu'on pouvait y pratiquer hiver comme été. Quelques décennies après, en 1920, le domaine skiable a été développé sur le mont qui se trouvait de l'autre côté de la route, qui est devenu le mont Grey Rock. Et par la suite, un client de l'hôtel, amateur de ski, M. Joseph Ryan, qui, à partir du site Grey Rock, apercevait le mont Tremblant au loin, a constaté le potentiel de développement d'un village alpin au pied de cette montagne-là. C'est à partir de là que le projet de développement du Mont-Tremblant a pris naissance et que l'industrie du tourisme dans la région a pris énormément d'ampleur. Et puis, par la suite, comme vous le savez, malheureusement, en 2009, des suites de la crise économique, l'hôtel a dû fermer ses portes, ainsi que le domaine skiable. Et puis, l'ensemble des installations là, ont été démolies il y a quelques années de ça. À l'époque où l'hôtel Grey Rock était en opération, c'était un terrain qui habitait plusieurs bâtiments, plusieurs pavillons. Il y avait près de la route le bâtiment de la buanderie. Il y avait un bâtiment qui abritait des réservoirs d'eau le long du lac, quelques pavillons et serres qui étaient entre la route Labelle et le bâtiment principal. Et finalement, le bâtiment principal qui était quand même relativement massif, qui est un bâtiment de 6,5 étages. Donc, tout ça nous donnait un pourcentage d'espace bâti qui était autour de 11%. Un pourcentage d'espace extérieur qui était non naturalisé d'environ 61%,
qui laissait place à environ 28% d'espace naturel. On va utiliser au cours de la présentation à plusieurs reprises l'expression espace naturel. C'est un terme qui est normé puis qui est défini par la municipalité. Vous devez comprendre pour qu'un espace soit considéré comme espace naturel, on doit y retrouver 3 strates de végétation. Donc, des herbes, herbes et herbes longues, graminées et compagnie, des arbustes et des grands arbres matures. On vous présente ici la grille de zonage qui dicte les différentes normes d'implantation de bâtiments dans cette zone-là. On peut premièrement voir que l'usage commerce d'hébergement fait partie des quelques usages autorisés dans cette zone-là, et que l'usage spécifique hôtel et complexe hôtelier de 20 chambres et plus est autorisé. Les bâtiments qui sont implantés sur ce terrain-là doivent avoir un maximum de 5,5 étages, mais c'est aussi intéressant de noter qu'il y a un minimum d'étages qui est demandé, qui est de 2,5. Le pourcentage d'espace bâti versus superficie de terrain doit être au maximum de 12%, et le pourcentage d'espace naturel de 50%. Donc, c'est demandé par la ville qu'au moins la moitié du terrain soit couvert par nos fameux espaces naturels là, qui incluent les 3 strates de végétation dont on discutait précédemment. Donc, depuis le début de la mise en place de grilles de zonage, c'est intéressant de noter que le commerce d'hébergement a toujours été autorisé et permis là, sur ce terrain-là. Et puis le projet que nous, on vous présente aujourd'hui, c'est un projet qui respecte en tout point la réglementation municipale et qui, en plus, sur plusieurs critères, propose une approche qui est meilleure encore, qui excède les exigences de la ville. On trouve intéressant de vous démontrer le potentiel de développement sur le site. Donc, le calcul qu'on fait ici, c'est d'appliquer à la superficie du terrain le 12% d'espace bâti au maximum qui est permis, ce qui nous donne une superficie de bâtiment d'un peu plus de 9 900 m² sur l'ensemble du terrain, et d'y appliquer le nombre d'étages de 5,5. Pour ce qui est du 5 étages et demi, la manière de l'interpréter, c'est qu'il est toujours possible d'ajouter un étage habitable supplémentaire qui, parce qu'enfoui en partie dans le sol, n'est pas considéré comme un étage selon la réglementation municipale. Et le 0,5 étage, tant qu'à lui, c'est un étage qui occupe moins de 70% de la superficie du bâtiment. Donc finalement, on peut dire que 5,5 étages, en réalité, si on l'optimise, c'est environ 6,7 étages qu'on peut considérer. Ce qui nous donnerait un grand maximum là, de plus de 66 000 m² de plancher qui pourrait être construit sur ce terrain-là. Maintenant, si on fait un calcul d'optimisation avec des chambres d'hôtel typiques pour cette superficie de plancher-là, une chambre d'hôtel standard, si on inclut les circulations, les espaces communs, le lobby et la buanderie et tout, on a fait l'exercice de le comparer avec différents projets d'hôtel qu'on a réalisés. Ça occupe environ 62,5 m². Donc, on peut dire qu'il serait possible de développer plus de 1000 chambres d'hôtel sur ce terrain-là. Maintenant, si on calcule en considérant des unités de condo-hôtel standard, donc qui aurait 2 chambres, dans ce cas-là, plutôt d'allouer 62,5 m², c'est des unités plus grandes, donc qui occuperaient environ 110 m². Dans ce scénario-là, ça serait possible de mettre plus de 600 chambres. Maintenant, la proposition de Vivo qui a été déposée le 12 septembre 2022, on n'optimisait pas nécessairement le développement qu'on pouvait faire pour plusieurs raisons, là, et ça nous donnait une quantité de 406 unités.
Et puis le projet qu'on vous présente aujourd'hui, qui est une version révisée, là, on est à 350 unités. Donc, la raison pour laquelle on réduit le nombre d'unités, les trois principales raisons, c'est qu'on ne va pas jusqu'à 12% d'espace bâti. On se limitait à environ 10. On ne va pas non plus au nombre d'étages maximum qui est permis. On y va un peu moins, haut en termes de nombre d'étages. Et puis finalement, les dimensions d'unités d'habitation qu'on propose sont beaucoup plus grandes que des unités standards, ce qui vient encore là, diminuer la densité d'unités sur le site. Maintenant, on tenait à démystifier le principe d'opération du complexe hôtelier qui serait mis en place. On veut définir finalement ce qu'est le condo-hôtel parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à ce que c'est. Je pense que l'expression commence par le mot condo, alors les gens s'imaginent souvent que c'est plus près d'un condo que d'autres choses, mais en réalité, c'est vraiment plus un complexe qui est exploité à la manière d'un hôtel, mais avec des propriétaires multiples plutôt qu'un seul opérateur, une seule chaîne hôtelière qui est propriétaire des installations. Donc, si on y va point par point, la définition du concept de condo-hôtel, comme on disait, c'est un exploitant unique qui est responsable de la réservation des unités, du ménage des chambres, de l'entretien du bâtiment, de la gestion de l'ameublement. Donc, on ne peut pas meubler ça comme on veut, c'est vraiment régi puis normé comme ça va jusqu'au mobilier qui meuble les unités. Au niveau de la vente, c'est la même chose. Quelqu'un ne peut pas vendre ça avec un agent immobilier. Si quelqu'un veut vendre son unité, ça passe par l'opérateur et aussi l'opération des espaces communs sur le complexe. Exactement à la manière d'un hôtel régulier. Et tout ça est géré par un organisme là, dont le but n'est pas de faire des profits, mais un organisme qui travaille au service des multiples propriétaires afin d'exploiter le complexe. Généralement, les unités sont plus grandes et sont équipées d'une cuisine, de salon et de chambres fermées. Donc, c'est des unités qui sont un peu à mi-chemin entre l'hôtel et le condo. Les espaces communs intérieurs et extérieurs sont à l'usage unique des usagers. La principale différence, c'est justement que chaque unité a un propriétaire qui est unique et les règles d'occupation pour ce propriétaire-là sont également très strictes. C'est la résidence permanente pour les propriétaires est vraiment proscrite. Le nombre de séjours que le propriétaire pourra faire dans son unité est vraiment très limité dans l'année. Et puis souvent, c'est lorsqu'il n'y aura pas de location que l'unité va rester vacante que ce sera possible pour lui d'être là. Donc, les avantages que ce système-là peut procurer par rapport à un hôtel standard, premièrement, c'est que typiquement, c'est des complexes qui sont implantés de manière beaucoup plus discrète et avec un affichage qui est moins mis en avant-plan que des chaînes hôtelières standards. Les unités étant plus grandes, nécessairement à bâtiment égal, on a une beaucoup plus faible densité. La clientèle est aussi beaucoup plus autonome, principalement parce qu'il y a une cuisine, une salle à manger. Les gens peuvent s'occuper eux-mêmes dans leurs unités, ce qui réduit de beaucoup le nombre d'entrées et de sorties sur le site. Les séjours sont généralement plus longs que dans un hôtel régulier. Il n'y a pas d'usage comme un centre de congrès ou des salles de réunion qui amènerait un volume d'usagers qui ne résident pas sur place sur le site. Donc, un autre point qui limite le nombre d'allées et venues sur le terrain. On a besoin également de beaucoup moins d'employés qu'un hôtel standard pour opérer ce type de complexe-là. Et comme on disait, les nombreux investisseurs généralement locaux plutôt qu'un propriétaire unique qui est souvent dans un autre pays, là, à l'international ou aux États-Unis,
fait en sorte que l'argent reste plus local et puis que c'est la population locale et au Québec qui va pouvoir bénéficier des retombées économiques du développement. On a mis en exemple sur le côté de la page là, des images du projet condo-hôtel Entourage sur le lac qui est situé au lac Beauport, qui est un projet relativement à l'échelle de ce qu'on vise faire, là. Donc, on peut voir un peu le look du bâtiment à l'extérieur, ainsi que le lobby à l'intérieur, pour comme quoi ça ressemble davantage à un hôtel qu'à un édifice de condo. On enchaîne maintenant avec la partie 2, qui est l'implantation du bâtiment et la stratégie d'implantation respectueuse que nous proposons. On a voulu identifier sur le site les principaux éléments naturels existants à préserver. Donc, on a ici d'identifier les milieux humides qui ont été relevés par le biologiste, les marges de recul et les bandes de protection riveraines qui doivent être respectées, les espaces naturels qui sont composés de 3 strates de végétation, les grands arbres matures qu'on souhaite préserver qui ont été relevés, le cap rocheux qui fait partie de la nature puis qui est un élément naturel d'intérêt sur le site. Donc, on ne veut pas dynamiter ou venir briser ce cap rocheux-là. De plus, compte tenu que le site, le lot 2, qui abritait l'hôtel Grey Rock, était grandement déboisé, on tenait à maintenir en place une bande végétalisée de 50 mètres le long de la rue Labelle sur ce lot-là. Donc, à l'intérieur de cette zone-là aussi, on voulait s'abstenir de s'implanter. Et finalement, on a actuellement 2 percées visuelles à partir de la rue Labelle vers le lac Ouimet. Donc, autant que possible, éviter de s'implanter pour venir briser ces percées visuelles-là sur le lac qui sont actuellement existantes. On voit ici ce qu'on obtient si on superpose l'ensemble de ces éléments-là qu'on souhaite conserver. Le seul impact sur les espaces naturels existants serait limité à aux 2 zones qui sont identifiées ici, là, sur le lot 1, qui représente moins de 10% du lot 1. Là. C'est les zones naturelles qu'on souhaiterait enlever sur le terrain. C'est les seuls et ça nous permettrait entre autres de venir relier la partie de l'ancien stationnement qui est déboisée et une partie ici près du lac sur laquelle aussi on n'a pas nos 3 strates de végétation. Donc, au final, ça nous permet de venir identifier ces 2 secteurs d'implantation-là sur lesquels il serait possible de s'implanter en ayant un impact qui est minimal là, sur le site. Donc, après plusieurs itérations là, où on a exploré plein de manières de s'implanter sur le site, on en est arrivé à retenir l'implantation suivante. Donc, finalement, la ligne de l'eau, le long du chemin d'Orton, on en déplacerait une partie vers le lot 1 afin d'obtenir 2 lots qui sont de dimensions plus comparables. Et sur chacun de ces lots-là, le bâtiment qu'on propose est un bâtiment isolé qui occuperait 10% de la superficie du terrain plutôt que les 12% qui sont autorisés par la ville. On peut voir en comparaison, si on veut comparer un peu l'emprise au sol du bâtiment qu'on propose versus ce qu'était l'ancien hôtel Grey Rock, on voit qu'on est quand même dans un gabarit qui est comparable à ce que l'hôtel Grey Rock proposait. Au niveau du nombre d'étages, le profil du bâtiment au point le plus haut de notre version précédente, celle à 406 unités là, qui a été présentée en septembre 2022, on avait certaines sections qui avaient l'hauteur maximale qui était permise par la grille de zonage, qui avait en plus des mezzanines, et à la demande du PIA, proposait des toits en pente, ce qui donnait un gabarit
de bâtiments qui était quand même très haut. Quoique permis par la ville, on convient que c'était quand même assez imposant comme bâtiment. Maintenant, la proposition actuelle, on propose de réduire le nombre d'étages, comme on disait tout à l'heure, et en plus, ben, on n'a pas de mezzanine, et puis la toiture, afin de proposer une toiture qui offre des pentes, ben, on travaillerait avec une toiture mansardée qui serait habitée, donc qui proposerait un gabarit beaucoup moins imposant sur le site. C'est important de noter ici là, que le profil de bâtiment qu'on vous montre, c'est vraiment le point le plus haut des bâtiments. Donc, ce n'est pas des bâtiments qui auraient cette pleine hauteur-là sur toute leur longueur, mais exemple, les parties centrales qui seraient un peu plus imposantes pour marquer l'entrée principale auraient ce profil-là, puis d'autres parties seraient un peu plus basses. Donc, retenons que c'est au point le plus haut. On veut maintenant vous montrer comment l'aménagement du site serait cadré afin de vous démontrer là, que les différents espaces aménagés sur le site seraient limités à certains emplacements, à certaines dimensions aussi. Premièrement, on aurait certaines aires de détente qui pourraient inclure entre autres des terrasses, des chaises, des modules de jeu, toujours en proposant des surfaces qui seraient perméables. Donc, on a ciblé 2 emplacements pour ce type d'aménagement extérieur-là. On a ciblé aussi 3 secteurs qui pourraient venir abriter des bassins comme une piscine principale qui serait située au centre du terrain ici et d'autres secteurs là, à l'est du terrain et à l'ouest ici, près du lac, qui pourraient contenir quelques spas et autres aires de détente. Et finalement, il y aurait le secteur plage. Ici, là, il y a déjà une mini-plage qui connecte au lac. Donc, il y aurait un autre aire extérieure qui serait développée autour de cette plage-là, avec toujours une emprise limitée sur le lac, puis une utilisation légère. On ne veut pas créer une énorme plage, mais au moins un petit accès aux plages qui recrée l'ambiance de la plage là, pour les usagers. Parlons maintenant en partie 3 des impacts sur le milieu de ce projet-là. On a divisé les impacts en 4 différentes catégories. Premièrement, les impacts sur la circulation, l'impact environnemental, également l'impact sur l'utilisation du lac et l'impact visuel du projet. Donc, la première catégorie, l'impact sur la circulation. On peut commencer par dire que l'accès au site se ferait par l'emprise du chemin d'Orkin existant, donc par la rue Labelle. Cet emplacement-là est déjà autorisé par la MTQ, ce qui veut dire que la MTQ, après analyse, juge que le réseau routier actuel est capable d'absorber une quantité d'usagers qui correspond au développement qu'on propose. Donc, en résumé, que le développement ne surchargerait pas le réseau routier existant. Il y aurait également un arrêt d'autobus qui serait mis en place à cet endroit-là pour encourager le transport en commun. La circulation, maintenant, à l'intérieur du site se ferait par le chemin d'Orkin qui est déjà en place et en canalisant la circulation par ce chemin-là, on s'est vraiment donné comme objectif de limiter le nombre d'allées d'accès sur le site. Donc, les 2 seules allées d'accès qui viennent se connecter au chemin d'Orkin servent à se rendre au stationnement intérieur dans chacun des 2 bâtiments. Donc, la surface de pavé est vraiment minimisée de cette manière-là. Et on a positionné ces allées d'accès-là sur des surfaces qui étaient déjà non naturalisées sur le site. Et puis, comme on disait tantôt, ben, l'accès aux lots voisins serait maintenu. Pour ce qui est des stationnements extérieurs, on a pointé ici les 2 accès sur chacun des bâtiments.
c'est les stationnements en sous-sol qui seraient situés au-dessus du niveau des hautes eaux. Et on vise 85% de stationnement intérieur, encore une fois pour minimiser les surfaces pavées sur le site. Notons que la Ville n'a pas d'exigence à ce niveau-là, mais c'est quand même une proposition là, qui aide énormément à préserver les qualités naturelles du développement. Et finalement, les accès pompiers, on parvient de cette manière-là aussi à respecter notre distance pour l'accès aux véhicules d'urgence aux entrées principales. Et puis cette stratégie-là a été discutée avec le service des incendies là, depuis le début du projet. La deuxième catégorie qui est les impacts environnementaux, on peut voir ici en vert pâle l'ensemble des secteurs qui seraient mis en friche sur le projet. Donc c'est plus de 25 000 m² d'espace naturel qui seraient créés. Donc les secteurs en friche, qu'on entend par là, c'est que c'est des zones qui seraient protégées, des zones qui seraient délimitées durant la construction et après la construction et dans lesquelles il y aurait des barrières pour délimiter ces espaces-là et pour empêcher la circulation. Et puis à l'intérieur de ces zones-là, il y aurait de l'ensemencement, de la plantation d'arbres qui serait fait, le tout supervisé par un biologiste qui serait engagé par la Ville pour s'assurer que à terme, on obtienne les espaces naturels incluant les 3 strates de végétation, comme nous nous engageons à le faire. Donc ça, évidemment, contribue grandement à réduire les îlots de chaleur là, sur le terrain. Pour ce qui est du lot 1, si on y va un peu plus dans le détail, là, on visait 50% d'espace naturel. En fait, c'est ce qui est demandé par la Ville, au minimum 50%. Nous, ce qu'on propose, actuellement, le terrain avait 68% d'espace naturel. Et puis, on propose 69%, donc de maintenir la quantité d'espace naturel présente sur ce lot-là. Et puis, on propose aussi de protéger l'ensemble des milieux humides existants sur ce terrain-là. Donc, on évite de s'implanter sur les milieux humides. C'est ce qui explique, entre autres, la forme du bâtiment. Sur le lot 2, maintenant, la municipalité exige aussi 50% d'espace naturel. Actuellement, c'est 28% qu'on a. Et nous visons en obtenir 52%. Et puis, également sur ce terrain-là, on vise la protection des milieux humides existants. Comme mesure supplémentaire, on vous confirme que l'ensemble du projet serait raccordé au réseau d'aqueduc et sanitaire municipal. Donc, pour ce qui est des inquiétudes par rapport au déversement dans le lac et à la contamination du lac, sachez qu'on serait 100% raccordé aux réseaux municipaux. Et il y aurait également une gestion des eaux pluviales qui serait faite par des bassins de rétention et infiltration dans le sol. Il y aurait également des stratégies de réutilisation des eaux de pluie qui seraient mises en place, entre autres par la récupération des eaux de pluie des toitures qui peuvent être utilisées en eau grise sur le site là, de différentes manières. Et puis également les secteurs, certains secteurs comme la buanderie là, ont déjà été décontaminés en 2019 là, pour assurer qu'on débute le projet sur un terrain qui est sain. On peut voir d'un peu plus près ici à quel point le terrain est dénaturalisé à plusieurs endroits là, suite à la démolition de l'hôtel. Et sur le diagramme plus haut, la répartition des différents types d'espaces. On voit que sur l'ensemble du terrain, originalement l'hôtel occupait 8% de la superficie. On avait environ 52% d'espaces extérieurs qui sont non naturalisés et les espaces naturels comptaient pour 40%. Maintenant, dans le projet qu'on propose, on a un espace bâti, un pourcentage d'espace bâti qui serait limité à 10%. Mais là où c'est intéressant, c'est que les espaces extérieurs qui sont non naturalisés mais aménagés compteraient pour seulement 30%. Et les espaces naturels, donc à eux, sur l'ensemble du terrain, là, on passera à plus
de 60%, donc près de 20% d'augmentation des espaces naturels à la suite du développement. Et puis, on peut voir sur l'image dans le bas la proportion des bâtiments sur le terrain et de quelle manière ceux-ci seraient intégrés et camouflés là, sur le site. Pour ce qui est maintenant des impacts sur l'utilisation du lac, au niveau de la plage, notre intention, c'est de limiter l'emprise de la plage sur le lac à celui existant, comme on peut voir sur la photo ici. Et puis ensuite, l'intention, c'est également de renaturaliser les berges, comme on a discuté un peu plus tôt, là. Pour ce qui est des embarcations et des équipements qui seraient permis, notre intention, premièrement, serait de rénover l'ancien bâtiment qui servait à abriter les réservoirs pour en faire un bâtiment de rangement pour les embarcations qui seraient disponibles en location. Donc, on parle de petites embarcations ici. Pour ce qui est des embarcations électriques, ils seraient disponibles uniquement en location et en quantité limitée. Et il y aurait également une station de lavage qui serait obligatoire et disponible pour éviter l'intégration d'espèces dans le lac. Pour ce qui est des quais, sur le lot 1, nous aurions l'intention d'ajouter un quai le long de la rive juste ici. Et sur le lot 2, de rénover finalement le quai existant. Donc, on se limiterait à 2 quais, ce qui fait en sorte que les 3 seuls accès permis au lac seraient la plage existante, le quai existant et un deuxième quai qu'on viendrait ajouter juste ici. Finalement, la dernière catégorie d'impact qu'on souhaite aborder, c'est l'impact visuel du projet. On peut voir sur l'image du haut là, du lac de quelle manière les zones végétalisées viennent un peu dissimuler le projet. Donc au final, ce qu'on a tracé en jaune, c'est les différents points ou les différentes bandes riveraines autour du lac à partir desquelles le projet serait visible. Donc il y a une zone ici qui est à 1,2 km à partir de laquelle on pourrait apercevoir le projet. Une autre ici qui est à près d'1 kilomètre, encore une fois, où ça serait également le cas. Et puis finalement une zone ici là, qui est peut-être la zone la plus étendue, qui se trouve à 800 mètres, mais où il n'y a aucune habitation en ce moment. Donc on constate là, un impact visuel très limité du projet à partir du lac. Et puis, sur cette simulation-là, on voit un peu en blanc ici l'empreinte, la hauteur du projet en superposition là, de la hauteur des arbres qui sont même actuellement en place. Là, on ne parle pas d'arbres plantés qui vont être à maturité dans quelques années, mais des arbres vraiment en place actuellement. On vient déjà dissimuler le projet là, avec cette végétation-là. À partir de la rue Labelle, si on se dirige en direction nord, en regardant dans cette direction-là, on peut voir sur le Street View qu'on a déjà en place une bande de végétation là, qui vient masquer complètement le terrain. Et puis, même chose si on regarde direction sud, en arrivant du village de Mont-Tremblant, là, on a également une végétation là, qui rend la visibilité du projet à peu près impossible à partir de la rue Labelle. Donc, c'est un projet qui serait également dissimulé à partir de la route. La partie numéro 4 concerne les engagements que nous prenons en lien avec ce projet-là. Afin de mieux le définir, la Ville a déjà une série d'exigences qui sont très strictes et très précises là, sur la manière de s'implanter. Les engagements ici, c'est une série de mesures que nous voulons prendre pour excéder les contraintes réglementaires et même pour avoir un projet qui fait pas juste respecter les normes, mais qui se veut exemplaire et va au-delà de ce qui est demandé par la Ville. Donc, on prend certains engagements en lien avec l'usage sur le terrain. Donc, comme on disait, on serait uniquement un complexe hôtelier sous
la formule de condo-hôtel et on limiterait cet usage-là à 350 unités. Pour ce qui est de la préservation des milieux naturels existants, on vise la conservation des milieux humides et des bandes de protection riveraines, ainsi que la conservation des espaces naturels existants, des grands arbres, à l'exception évidemment des 2 secteurs qu'on a identifiés, là. La conservation du Cap Rocheux, le raccord du projet là, à 100% sur le réseau d'aqueduc et sanitaire municipal, la gestion des eaux pluviales qui se ferait par des bassins de rétention, des bassins de surface, là, et se viderait par infiltration là, dans le sol. Et finalement, la réutilisation des eaux de pluie en eau grise sur le projet. Pour ce qui est de la naturalisation du site, on s'engage à créer une bande d'espace naturel de 50 mètres le long de la rue Labelle, entre l'extrémité est du terrain et le chemin d'Orton, à créer sur l'ensemble du terrain 60% d'espace naturel au minimum, et que la ville puisse faire valider par un biologiste tout au long du projet, là, à la charge du promoteur, que ces espaces naturels-là soient bel et bien mis en place de manière pérenne. La délimitation de ces espaces naturels-là qui serait faite pour les protéger de la circulation avant, pendant et après la construction. Et oui, l'embauche d'un biologiste comme mentionné précédemment. Au niveau de l'implantation et des gabarits de bâtiments, on s'engage à limiter l'occupation du sol à 10% sur le terrain plutôt que 12%, de limiter la hauteur du bâtiment à 5 étages et à 19 mètres par rapport au niveau moyen du sol. Notons que la hauteur en mètres, c'est pas un critère qui est limité par la grille de zonage de la ville. Il n'y a pas de limite en mètres, mais seulement en étages. Pour ce qui est de l'aménagement et l'utilisation du site, les espaces extérieurs aménagés seraient limités au secteur identifié sur le plan précédemment. Il y aurait des stations de lavage pour les embarcations, stations de lavage supervisées, et un seul quai par l'eau, pour finalement limiter les points d'accès au lac, aux 2 quais et à la plage. Et finalement, pour la circulation sur le site, il y a un engagement à maintenir l'accès aux lots voisins et finalement à offrir minimalement 85% de cases de stationnement intérieures afin de minimiser l'impact sur le site. Pour la partie 5, qui est le volet architectural, je reviens là, sur le fait que ce n'est pas l'objet principal de la présentation d'aujourd'hui. On vise avec cette présentation-là obtenir une approbation de la ville en lien avec le plan image, donc avec le gabarit du bâtiment, la manière de s'implanter. Mais pour ce qui est de l'architecture, de la matérialité du bâtiment, ce sera une étape subséquente qui va encore une fois passer au CCU et qui devrait être contrôlé par la ville. Donc, on tient quand même à vous montrer un peu vers quoi on s'en irait, pour que vous puissiez être à même de constater qu'on vise un projet qui a une certaine qualité architecturale et puis qui va pas qui va bien s'intégrer dans le tissu urbain. On n'a pas le choix de toute manière, par rapport à ce volet-là, à se conformer au PIA numéro 19, qui est la fenêtre sur le lac Ouimet. Donc, si on résume un peu les différents critères qui sont demandés à l'intérieur de ce PIA-là, on demande à ce que les toitures soient des toitures à versants, qu'il y ait une ornementation qui mette en valeur les composants structurels du bâtiment, que les entrées
du bâtiment se démarque par l'aménagement de marquises ou autres éléments qui s'harmonisent au style architectural. Les matériaux privilégiés sont des matériaux nobles comme la brique d'argile, la pierre taillée, le clin de bois, le bois massif, et ainsi de suite. On vise également à évoquer l'architecture du style des grands hôtels des Laurentides du début du 20e siècle. Au niveau des coloris, quelque chose qui est sombre et qui s'intègre au milieu naturel, qui propose des tons de brun, de tan, de rouge pour simuler un peu les couleurs terreuses et de teinte de vert pour s'agencer avec les feuillages de la végétation environnante. Et finalement, une volumétrie qui s'intègre à la topographie du site. Donc, on a mis en mosaïque là, quelques projets, quelques précédents là, qui montrent un peu le style vers lequel on pourrait se tourner. Donc, par la suite, on sera prêt à passer à la période de questions des citoyens. Et suite à quoi la présentation sera terminée, en espérant que ceci puisse répondre aux différentes interrogations de la population par rapport à ce projet-là. Merci.